Je vais vous résumer ce livre, Écosystème intestinal et santé optimale. Un livre de 500 pages, édition de 2011, écrit par le docteur Georges Mouton, qui est en fait médecin généraliste et spécialisé dans la médecine fonctionnelle, surtout axé sur la prévention de tout ce qui est dégénérescence et maladies chroniques. Il exerce encore d'ailleurs. Il fait pas mal aussi de vidéos sur son blog. Et comme lui, je serai accompagné aussi d'un animal tout le long de la vidéo. C'est un peu son cas, lui, avec ses chiens et ses chats, donc c'est un signe. Il est venu s'installer là ce matin. Voilà la table des matières, et je vais découper cette vidéo en 3 parties en fait, puisque bien sûr le sujet est conséquent et il est très important. Dans la première partie, on parle de microflore et de muqueuses. On va donc surtout découvrir, apprendre, rentrer dans le détail de comment fonctionnent nos intestins, une partie vraiment essentielle pour le fonctionnement global du corps et pour notre santé. La deuxième partie va être orientée sur tout ce qui est pathogène et leaky gut, autrement dit les porosités intestinales, toutes ces fuites qui vont faire qu'on va avoir des matières qui vont passer dans le système intérieur. Et enfin, la troisième partie orientée autour des diagnostics et des traitements. Qu'est-ce que l'on pourra faire pour la plupart d'entre nous qui sommes en porosité intestinale et qui sommes souvent en dysbiose, c'est-à-dire des décalages de bactéries qui ne sont plus vraiment orientées comme elles devraient être pour pouvoir produire tout ce qu'elles doivent faire pour notre bonne santé. En avant-propos, il nous dit qu'il a découvert l'importance de l'écosystème intestinal pour la santé à travers les sportifs. Ce qui est assez intéressant parce que du coup on est sur des personnes qui sont en général plutôt en bonne santé parce qu'ils font du sport, mais qui en final ont souvent des problématiques liées à des intestins qui ne sont pas toujours très fonctionnels. Et leur susceptibilité aux infections, leur état général et surtout leur niveau de performance en compétition dépendait effectivement étroitement du bon fonctionnement de leurs intestins. Allons maintenant à la découverte de cette microflore. On a 10 fois plus de bactéries séparées par la muqueuse intestinale que de cellules humaines. Et c'est aussi un patrimoine génétique 10 fois plus important que le nôtre. Pour un poids total de 2 kg environ, on a plus de 500 espèces bactériennes différentes qui appartiennent à près de 90 genres différents. Et dans la bouche, nous avons 100 fois plus de bactéries que celles couvrant la totalité de notre épiderme. Louis Pasteur écrivait déjà en 1895 « La vie n'est pas possible sans bactéries ». Alors quels sont les rôles physiologiques? Cette microflore est omniprésente et elle nous protège des bactéries pathogènes. Parce qu'elle occupe la place. Les bonnes entre guillemets bactéries occupent la place. C'est tout un équilibre qui est présent dans nos intestins. Leur grand nombre entraîne la monopolisation de toute la nourriture disponible et laisse peu de chance aux envahisseurs éventuels. Son rôle le plus fondamental concerne la modulation du tissu lymphoïde. Tapissant la muqueuse de l'intestin, cette flore saprophyte synthétise des bactériocines, qui ont des propriétés antibiotiques, des vitamines, des enzymes. L'immense majorité des bactéries résident dans le côlon, alors que nous absorbons les micronutriments essentiels via la bordure ambreuse de l'intestin grêle. La moitié au moins des vitamines K provient des intestins. On sait que la vitamine B12 est notamment synthétisée par 2 genres de bactéries que l'on retrouve fréquemment en quantité modérée dans la flore colique. La microflore possède d'autres activités métaboliques dont voici un aperçu. Elle va pouvoir aider à la métabolisation des hormones stéroïdes, qui interviennent dans la transformation des phytoestrogènes du soja par exemple, et qui impactent aussi les déficits potentiels en DHEA. Elle va permettre aussi la stimulation des macrophages. Cela joue un rôle central dans l'immunité naturellement spécifique, dite immunité innée, tout en déclenchant via la production de cytokines l'activation de l'immunité acquise. Voilà un des modes d'expression du rôle immunomodulant joué par la microflore intestinale. On voit dans ce schéma, dont je ne rentrerai pas dans le détail, la répartition de toutes les bactéries en fonction d'où on se situe dans le système digestif. Que ce soit au niveau de l'estomac, à chaque fois on va retrouver les types de bactéries différents qui seront détaillés un peu plus tard. Puis on voit la partie intestinale à partir du duodénum ici, en passant par l'intestin grêle et puis le côlon. Donc il est bien à noter qu'au cours du tractus, on a une famille de bactéries qui va être différente, dont un équilibre particulier qui devra ne pas être trop perturbé. Et on voit que tout ça agit aussi en dynamique par rapport à l'âge, entre la naissance et puis la vieillesse, l'évolution des différents types de bactéries en fonction de l'âge. Il faut savoir aussi que chaque sujet humain possède une microflore
prédominante qui lui est individuelle et qui est stable. Et chaque individu héberge à long terme une palette d'espèces bactériennes très spécifiques. On va parler maintenant de putréfaction et de fermentation. Une simple palpation abdominale peut nous fournir une piste permettant de débusquer les déséquilibres de l'alimentation. C'est donc une compréhension intéressante que ce chapitre. Par exemple, consommer trop d'hydrates de carbone verra son côlon droit plus sensible. En particulier le cécum dans la fosse iliaque droite. Et la valve iléocécale constitue d'ailleurs un lieu d'élection des levures en voie de prolifération, et ces micro-organismes présentent une avidité particulière pour les sucres. Une personne exagérant les apports protéiques, via une alimentation par exemple trop carnée, manifestera une sensibilité accrue du côlon gauche, voire du sigmoïde. Tout ce qui est fermentation sera issu de la métabolisation bactérienne anaérobie des hydrates de carbone, et tout ce qui est putréfaction, celle des acides aminés. Et ces deux voies biochimiques aboutissent à la production d'acides gras organiques à courte chaîne. Sujet très important qui va être détaillé ici dans ce schéma. Donc on voit notre côlon droit ascendant qui va être un lieu de fermentation dominant, notre côlon transversal avec une moindre activité bactérienne, et puis le côlon descendant à gauche qui sera lui par contre un lieu de putréfaction dominant. On remarque aussi les pH différents et ces fameux acides gras à chaîne courte, les SCFA, qui vont être aussi d'une production différente en fonction de là où on se situe. On peut dégager une notion importante de ce grouillement de bactéries différentes, tout simplement celle d'un nécessaire équilibre. Le déséquilibre de la microflore intestinale est appelé dysbiose intestinale. Il faut souligner le rôle prépondérant de l'alimentation. Trop d'hydrates de carbone, surtout simples mais aussi complexes, et le sujet dérivera vers la dysbiose de fermentation. Il faut souligner le rôle éminent néfaste joué par la prolifération d'autres micro-organismes fermentant les glucides. Les levures et le célèbre Candida albicans en particulier en seront une conséquence. Si le sujet exagère sa ration protéique, il risque la dysbiose de putréfaction. En conclusion, équilibrons l'effet de la fermentation et de la putréfaction grâce à une alimentation sans excès d'hydrates de carbone ni de protéines. C'est un fondement simple de la santé intestinale. On passe maintenant à la microflore et à l'inflammation. L'équilibre délicat entre les bactéries de la lumière intestinale et les forces protégeant la muqueuse peut être perturbé par des anomalies immunitaires et par des stimuli environnementaux qui peuvent conduire à une inflammation intestinale chronique et récidivante. La génétique n'explique pas tout, et c'est un médecin qui dit ça. Par exemple, pour la spondylarthrite ankylosante, la présence d'un antigène spécifique ne suffit pas à expliquer la maladie, qui se développera uniquement si une microflore intestinale spécifique est présente. Le déséquilibre favorisant la putréfaction au détriment de la fermentation pourrait expliquer l'augmentation dramatique des maladies intestinales inflammatoires dans les pays occidentaux industrialisés depuis la Deuxième Guerre mondiale. Une étude montre que l'on quadruple le risque de rectocolite. Une autre étude montre que l'absence d'allaitement maternel double le risque de maladie de Crohn. Les conditions de vie modernes et l'accroissement de l'hygiène caractérisent nos sociétés occidentales industrialisées et tendent à favoriser la flore de putréfaction, aux dépens de celle de fermentation. Une étude montre le rôle favorisant des antibiothérapies instaurées suite à une otite ou à une pharyngite, que l'on retrouve 2 fois plus souvent dans les antécédents des patients souffrant de la maladie de Crohn. Les enfants vivant en milieu urbain voient aussi le risque accru par rapport aux enfants ruraux. Parlons maintenant des allergies et du rôle de la microflore. Au rythme de croissance actuel, les sujets dits normaux deviendront bientôt une minorité. Voilà ce qu'il nous dit. C'est illustré par ce tableau où l'on voit l'évolution de l'asthme, par exemple, entre 1982 et 1997, où l'on passe en gros de 12% à 38%. Des groupes de nouveau-nés allergiques ont été identifiés dans 2 pays et leur microbiologie différait de celle des nouveau-nés non allergiques. La raréfaction et le raccourcissement progressif de l'allaitement maternel a un impact certain. Il faut aussi évoquer le rôle néfaste du stress sur les populations bactérielles intestinales. Les enfants trop propres développent plus facilement asthme et allergies. Les microbactéries présentes dans la poussière stimulent l'immunité cellulaire. On a noté une prévalence fortement accrue du rhume et de l'atopie chez l'enfant de Leipzig, qui ont subi en un temps particulièrement court une évolution rapide vers des modes de vie occidentales. Les infections précoces dans l'enfance stimuleraient les lymphocytes Th1, l'immunité cellulaire,
dont la production de cytokines contrecarre les réponses de type allergique, véhiculées, elles, par les lymphocytes Th2, immunité humorale. Une étude montre que Vive à la ferme confronte les enfants à beaucoup d'endotoxines et présente ainsi un risque nettement moindre de rhume des foins ou d'asthme atopique. C'est le système immunitaire inné qui est en jeu ici. Voyons maintenant le rôle des enzymes bactériens. La microflore intestinale fabrique une batterie d'enzymes très spécialisées, hydrolysant les hydrates de carbone complexes ou effectuant diverses réactions chimiques. La détoxication hépatique permet de réduire les œstrogènes en excès ainsi que les pesticides par exemple. Bon, mon petit Shelby, est-ce que tu vas me laisser tourner ma vidéo tranquille? Parce que c'est un petit peu long, un petit peu compliqué, et je peux pas avoir un chat comme ça qui passe tout le temps sur moi, d'accord? Nous sommes frappés par l'incroyable complexité de l'activité enzymatique des bactéries intestinales. Et nous veillerons seulement à ne pas agresser ni déséquilibrer la microflore digestive, une tâche où la qualité de l'alimentation joue un rôle fondamental. Voyons maintenant le rôle des enzymes digestives. Dans la bouche, la salive contient la lipase. Elle contient surtout une alpha-amylase appelée ptyaline qui transforme les polysaccharides en alpha-dextrine, maltotriose et maltose. C'est un rôle majeur dans la digestion des hydrates de carbone parce que l'on ne rencontrera plus aucune enzyme digérant les sucres au niveau gastrique. Pour qu'elle agisse, elle doit imprégner l'intérieur même des féculents. C'est la mastication qui joue ici un rôle essentiel. La mastication toujours et encore. Une mastication insuffisante constitue une cause majeure de maldigestion des hydrates de carbone ainsi que des protéines. La dysbiose intestinale représente une conséquence classique de cette maldigestion glucidique et protéique. Donc un des premiers moyens simples pour la bonne santé intestinale, c'est de mastiquer suffisamment, de poser sa fourchette entre chaque bouchée, etc. Au contraire de la plupart des tissus, la muqueuse intestinale ne se nourrit pas à partir des capillaires qui foisonnent pourtant dans son environnement immédiat. Tout ce que nous ne digérons pas va immanquablement modifier la microflore intestinale via un processus de prolifération des espèces potentiellement pathogènes. Au niveau du pancréas, c'est grâce au sucre pancréatique que la digestion accomplit une étape cruciale. Ces enzymes pancréatiques charrient de nombreuses enzymes visant toutes les catégories de macronutriments. 4 enzymes digèrent les lipides et 5 les protéines. Dans l'intestin grêle, le but est de parachever le travail des enzymes précédentes pour aboutir à des monomères issus des glucides, des protéines et des lipides et aussi des acides nucléiques. Nous aurons la lactase pour digérer le lactose et son expression génétique dépend des ethnies. Comme nous pouvons le voir dans ce tableau, on n'est pas tous parés de la même manière en lactase pour pouvoir digérer les produits laitiers. Dans la bordure en brosse, une bactérie d'enzymes protéolytiques supplémentaires s'acharne sur les peptides issus des stades précédents de la digestion. Le bon fonctionnement de la bordure en brosse est indispensable pour éviter l'intolérance au lactose. Si on évite l'écueil du stress, on doit s'assurer que les sécrétions digestives ne sont pas freinées par le développement de processus auto-immuns. En résumé, la digestion incomplète des aliments peut générer dysbiose et allergie. Parlons maintenant d'entérocytes et de colonocytes. Dans les villosités, on rencontre 2 types de cellules. Les cellules épithéliales de réabsorption, désignées sous le terme d'entérocytes, et les cellules caliciformes qui, elles, produisent du mucus de protection. Nous aurons les plaques de Peyer et les cellules M qui jouent un rôle primordial dans la formation du système immunitaire par le biais d'un échantillonnage des antigènes présents dans la lumière intestinale. Dans le creux des villosités se trouvent les cryptes de Lieberkühn. Ce sont en fait des cellules indifférenciées en cours de division qui vont se multiplier et donner naissance aux entérocytes. Les entérocytes se renouvellent tous les 2 à 5 jours. Il faut constamment amener de nouvelles cellules qui remontent du fond des cryptes vers les villosités. Toujours dans le creux des villosités, nous aurons des cellules caliciformes, des cellules endocrines, productrices d'hormones, et les cellules de Paneth, gardiennes des cryptes. Si on détaille maintenant les cellules épithéliales, leur fonction de barrière mécanique se fait grâce aux liaisons serrées. Elles limitent les entrées des grosses molécules indésirables tout en absorbant les petites molécules indispensables. Les entérocytes possèdent des récepteurs permettant d'identifier les antigènes bactériens, ce qui contribue à faire la distinction entre les bactéries commensales et les envahisseurs potentiellement pathogènes. Les entérocytes contribuent à la synthèse des immunoglobulines, IgA, anticorps chargés de la protection des muqueuses. Ils contrôlent aussi la prolifération des bactéries commensales et favorisent l'homéostasie de la microflore.
Les entérocytes produisent les peptides antimicrobiens bêta-défensine, mécanisme majeur de l'immunité innée. Les entérocytes produisent aussi une série de cytokines pro-inflammatoires. Les cellules épithéliales signalent aussi la présence de pathogènes invasifs aux cellules immunitaires et inflammatoires présentes dans la muqueuse intestinale. On voit donc ici les rôles multiples de ces cellules épithéliales. Quant aux cellules caliciformes, la couche de mucus qui tapisse la muqueuse s'accroche à ce qu'on appelle le glycocalyx. On retrouve les cellules productrices de mucus et les cellules épithéliales ici qui vont monter pour rejoindre la surface avec les vieilles cellules qui partent, qui seront remplacées par les nouvelles. Le carburant des entérocytes est l'acide aminé L-glutamine. La L-glutamine constitue ainsi le carburant privilégié des cellules immunitaires. La L-glutamine étant plus abondante dans les protéines animales, son importance pour la santé de l'intestin grêle explique l'intérêt de se nourrir aussi d'aliments d'origine animale. Colonocytes et butyrate. Les colonocytes, eux, préfèrent le butyrate. C'est un acide gras à chaîne courte produit par la microflore intestinale qui contribue à 70% de sa consommation totale d'énergie. Le butyrate est produit par des bactéries du métabolisme de fermentation, comme le Bifidobacterium, mais aussi ceux du genre Eubacterium et de manière prépondérante. Pour le bon fonctionnement de ces bactéries, il y a nécessité d'absorber des fibres végétales, en particulier les fructanes. Les acides gras à chaîne courte, produits par le côlon, contribuent à satisfaire les besoins humains en énergie. Ils sont en partie absorbés et oxydés dans les mitochondries pour synthétiser l'ATP, le carburant de base de nos cellules. Ce chapitre se termine sur 199 références bibliographiques. Il faut savoir que chaque phrase dans ce livre est issue d'un résumé d'une étude scientifique. C'est le credo du docteur Georges Mouton, il appuie tout ce qu'il dit sur des études scientifiques. Derrière chaque phrase, il y a une étude. C'est pas une affirmation d'une personne, ce sont basés sur des faits. Donc voilà pour le résumé de la première partie de ce livre très important. Si vous voulez supporter cette chaîne ou avoir accès à une version longue, je vous invite à la supporter en cliquant le petit bouton rejoindre. Et rendez-vous donc pour la prochaine vidéo pour parler plus en détail des problèmes de porosité intestinale et des pathogènes pour nos intestins. Voilà pour le résumé de cette partie.